Merci beaucoup Yves, on peut l'applaudir très très fort. Je voudrais saluer, alors elle n'est pas là aujourd'hui, vous avez remarqué, il nous manque Alexia Bonnet, notre agrégée de lettres modernes, qui est à Paris, puisqu'elle corrige les CAPES en ce moment, et qu'elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Elle vous embrasse tous. Je voulais également faire intervenir aujourd'hui un autre poète qui a finalement été certainement à l'origine de l'emplacement de cette statue ici, dans ce jardin, dans ce lieu du jardin des plantes. C'est Serge Pey, que beaucoup de gens connaissent ici. Je discutais un jour avec lui, je lui dis voilà, j'ai cette statue de Jean de La Fontaine que j'aimerais offrir à Toulouse, mais où la placer? Et là il m'a dit, il faut un endroit un peu mystérieux, qu'on puisse rater la sculpture 100 fois parce qu'on n'est pas passé devant. Il faut la mériter. Il m'a dit, ta statue, il va falloir qu'on la mérite. Donc il faut lui trouver un petit endroit. Et on a regardé un peu où ça pouvait être, et il s'est trouvé que cet endroit-là semblait être le plus beau des écrins possibles. On avait d'autres endroits un peu partout dans Toulouse, mais celui-ci était un peu discret, très protégé, très souvent entouré d'animaux. Et donc on a proposé ça à la mairie, qui s'est retournée vers l'architecte en chef des monuments historiques, qui a dit c'est une très bonne idée, avec quelques contraintes. Et il a fait une liste d'éléments, tous aussi bons les uns que les autres, comme s'il avait lu dans ma pensée. C'est lui qui a demandé à ce que la couleur soit dans les verts, pour que ce soit intégré à l'intérieur de cet emplacement. C'est parfait parce que, été comme hiver, l'hiver, il vient rajouter de la verdure. L'été, il est fondu dans le fond. Il a demandé également que ce soit légèrement surélevé. Tout à l'heure, on me disait que le Nougaro était un peu petit. Je suis d'accord. C'est dû à plusieurs choses. D'abord parce que c'est très grand autour. Et lui était gigantesque. Sur scène, on avait l'habitude de le voir un peu en hauteur. Donc comme on me l'a souvent conseillé, même si je l'ai fait plus grand que nature, il aurait mérité d'être un peu surélevé. Voilà, donc revenons sur Jean de La Fontaine. Il fallait qu'il n'y ait pas trop d'écriteaux autour pour qu'on puisse le découvrir, mais qu'on n'ait pas forcément d'informations qui viennent un peu embêter le regard dans cet endroit. Et puis voilà, il fallait qu'il soit installé comme ça, avec le pigeonnier derrière. Et finalement, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, elle a pu arriver là. Et que je suis très content, parce que je crois qu'on ne pouvait pas imaginer plus bel endroit. Donc on peut féliciter Serge Pey, qui un jour viendra sans doute, il l'a promis. Non pas pendant la journée pour décrire les fables de La Fontaine, mais sans doute la nuit. Alors il faudra escalader sans doute les murs et les grilles. Peut-être qu'on fera un chemin plus simple à passer, mais pour venir décrypter ces textes un peu moins, comment dire, c'est plutôt toi qui dis ce genre de choses d'habitude, un peu moins, ce sont plus ou moins, dans ces textes un petit peu plus graveleux, un petit peu plus pour adultes, voilà. Mais ça se fera sans doute un jour. Ceux qui seront sur le site WhatsApp auront l'information. C'est peut-être dans un mois, un an, 10 ans, je ne sais pas. Mais ceux qui seront sur le site, sur le WhatsApp, auront l'information. Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé si on pouvait poser des questions. Bien sûr, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions pour Yves ou pour moi ou Oui. Vous avez choisi la position comment? Alors, comme ça. La position, pour sa position à lui, je voulais qu'il nous présente d'une certaine façon la fable avec laquelle on rentre dans les fables de La Fontaine. Donc c'était le corbeau et le renard, mais je voulais inverser un peu. Donc je voulais que le corbeau soit tout d'un coup en bas et le renard en haut. Alors le corbeau, il a plus son fromage, ça fait près de 400 ans qu'il l'a mangé. Et le renard, il est caché dans ses cheveux, il se plante parce qu'il voit bien qu'il a fait d'une certaine façon une bêtise il y a quelques années. Et donc c'était une façon de dire, vous vous souvenez peut-être du corbeau et du renard, mais il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, sont arrivés tous les animaux des titres des fables, il y en a 81 si on rajoute l'homme, qui est quand même assez présent dans les fables. J'ai quand même mis le chêne et le roseau également, ce ne sont pas réellement des animaux, mais qui ont un sens important dans ma vie aussi. Qu'on puisse avoir une jambe roseau et une jambe chêne. Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir être l'un et l'autre. Et voilà.
Et donc pourquoi dans ce sens-là? Parce que ça permettait d'avoir vraiment une vue d'animaux derrière et de le faire et de l'intégrer dans son univers. Voilà. Et pourquoi elle est dans Toulouse? C'est parce que j'ai raté cet appel d'offres pour Château-Thierry. Je suis arrivé deuxième. Alors c'est bien pour un appel d'offres, mais c'est pas assez. Et donc comme je trouvais que la statue méritait quand même d'exister, j'ai fait paraître un article qui disait « J'offre cette statue en bronze au premier maire qui me dira qu'il la veut pour sa ville ». Le lendemain, j'avais un message de Jean-Luc Moudin qui me dit « Bien sûr, Sébastien, nous allons trouver un emplacement ». Et voilà, et c'est comme ça que la statue a été ensuite financée. Il a mis son nom en gros. Il a mis son nom. C'est moi qui ai exigé à ce que son nom soit mis en grand. Ah bon, pour que le bien, mien, je suis très discret. Je veux que mes sculptures soient connues, mais moi pas du tout. Et là, ici, parce que c'est important, c'est important, c'est la plaque des mécènes. Cette œuvre, c'est pas moi qui l'ai offerte, c'est la liste de ces personnes, de ces sociétés qui ont acheté une maquette et qui, en achetant cette maquette, m'ont permis de financer la grande statue, qui est donc offerte de la part de ces mécènes. N'hésitez pas à venir les regarder. Il y en a, voilà, il y a quelques personnes un peu connues. Il y a quelques sociétés. Il y a... C'est comme ça que finalement l'art peut apparaître dans la rue. Est-ce que vous... Et il y a du champagne, oui. Très bon champagne. Champagne Bitard. Voilà. Et ça me permet de faire un gros bisou à Olivier Vion qui nous a quittés, qui travaillait avec nous sur les rencontres La Fontaine il y a quelques temps, et on pense très fort à lui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je voudrais savoir si les fables de La Fontaine sont traduites dans d'autres langues, et si les fables de La Fontaine sont enseignées dans d'autres pays. Alors oui, elles sont traduites dans toutes les langues. Bon, peut-être, je sais pas quoi, le guatémaltéen du Sud, peut-être pas, mais enfin bon, évidemment, dans toutes les langues connues, y compris le chinois, etc., l'arabe, enfin voilà, toutes les langues d'Europe, elles sont enseignées, alors, un peu partout, hein, voilà. On a fait avec Patrick André quelques autres des colloques internationaux. Avec chaque fois, il y a des spécialistes de La Fontaine qui viennent du Japon, d'Italie, d'Amérique ou d'ailleurs. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont des spécialistes américains de La Fontaine. Donc, c'est étudié, lu. Les traductions, c'est toujours un peu bizarre, hein, parce que bon, c'est un poète, c'est comme Shakespeare, hein, voilà, on a du mal à traduire, voilà. Mais effectivement, c'est connu, traduit, lu, etc. Et bon, c'est un des auteurs français les plus célèbres au monde. Hein, il y a Jules Verne, Balzac, Victor Hugo et La Fontaine. Et donc, effectivement, les fables de La Fontaine, alors parfois, c'est pas vraiment les fables de La Fontaine, c'est des fables réaménagées, de quelque façon. Un peu comme les enfants des écoles, parfois en France, hein, on leur fait étudier des sortes de fables réaménagées. Et c'est en gros toujours les mêmes, hein, voilà. Mais effectivement, c'est l'auteur qui est traduit dans le monde entier, et dans la plupart des langues. Certains pas dans toutes, absolument, mais la plupart. Et puis, il y a des spécialistes de La Fontaine dans toutes les universités du monde, enfin, littéraires, il y a des gens qui travaillent sur La Fontaine. C'est même impressionnant. L'Italie est un grand pays de la fontainière, par exemple. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez, merci beaucoup Yves, est-ce que vous avez d'autres questions avant la photo? Il faut pas, ne partez pas avant la photo. Et ne faisons pas la photo après la pluie. Une question, attendez, il y a une autre question. Est-ce que c'est la taille réelle de La Fontaine? Alors là, il fait à peu près 1m80, 1m75-80, il fait ma taille. Mais il semble très grand. Non mais elle était grande La Fontaine comme ça. La Fontaine, il est, on ne sait pas trop, je crois, 70. Mais vous voyez la différence avec juste un petit socle. La statue, c'est la même taille que la statue de Nougaro. C'est incroyable, hein? Ouais. Il y a peut-être 2 cm de différence. Mais en rajoutant 30 cm, vous passez à côté de quelqu'un là qui fait 2 mètres. Et donc ça change tout. Et voilà, peut-être que je referai un jour la statue de Nougaro, que je referai une deuxième, plus exactement. Avec des chaussures à talons. Non, non, un Nougaro qui mérite un peu plus grand, peut-être qu'il sera assis. Peut-être qu'il sera, ce sera un peu différent. J'ai déjà le titre. Ce sera, je sais plus, mais j'ai le titre déjà. Et vous l'aurez en même temps.
Bravo, bravo pour la dans un an ou deux. Château-Nougaro, hein, c'est comme ça. Merci beaucoup.